nous allons vous faire rencontrer l'amour de votre vie. Waouh, t'es très très sexy, DS, bonjour. Bah non. Les applications, à la base, sont censées nous permettre de dater, de faire des rencontres dans une manière un peu plus safe et de se rencontrer. Là, en fait, il y a un peu un espèce de retour de bâton qu'on n'avait pas prévu, en fait. Tinder, Bumble, Hinge ou encore Grindr. Sur le marché des applications de rencontres, il y a du choix. Autant d'applications que de goût, on va dire. Et leurs utilisateurs n'ont jamais été aussi nombreux. Un jour, j'étais même tombée sur, il y avait des sites de rencontres pour les cheminots. Donc, il y a des niches. Mais tout n'est pas tout rose sur la planète du dating. 44% des utilisateurs français d'applications de rencontres se disent insatisfaits de leur service. Alors, quelles sont les raisons de cette frustration? Moi, je reçois beaucoup de messages aussi de mecs qui me disent « je sais plus draguer ». Et il y en a qui sont déboussolés parce qu'on a dénoncé à raison l'harcèlement de rue, l'agression, les viols, etc. Aujourd'hui, c'est 80% des femmes qui sont harcelées dans la rue. Donc les mecs, ils se disent « ok, donc j'ai plus le droit de rien faire ». Que révèlent ces applications de notre vision contemporaine de l'amour? Comment y trouver son compte et comment réinventer les rencontres amoureuses? Vraiment des applications qui sont sorties du modèle de Tinder pour proposer autre chose, pour essayer de pallier à cette frustration et aussi de capter des clients, techniquement aussi. Moi, j'ai fait un mariage il y a pas longtemps de Adopte un mec, donc ça fonctionne. Ah ouais, Ouais. On a discuté des applis de rencontres, de leurs défauts, mais aussi de ce qu'elles nous apportent, et on a répondu à toutes vos questions avec Florian Bardou, journaliste au service mode de vie de Libération, Aurore Malek-Arras, sexothérapeute, et Mélissa Amneris, créatrice de contenu. Aujourd'hui, il y en a pas mal des applications de rencontres. Et si on fait un peu un tour d'horizon de ce qui existe, Florian, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de tout. Ouais, disons, effectivement, il y a autant d'applications que de goût, on va dire. Enfin, il y a des applications de rencontres qui ont cette promesse d'amour, en tout cas d'amener à la conjugalité. D'autres qui relèvent seulement de la sexualité, hein, juste pour ce qu'on appelle du hook-up, c'est-à-dire du plan cul. D'autres qui relèvent beaucoup de sites qui étaient d'abord des sites de rencontres qui sont devenus des applications qui sont très connues comme Gliden, qui proposaient une promesse de relation adultérine, enfin qui fonctionnait sur ce fantasme-là. Et puis, ceci dit, on a un marché, voilà, c'est peut-être, je crois qu'on est à plusieurs centaines, voire milliers d'applications et sites de rencontres, en tout cas dans le monde, ne serait-ce qu'en France. En revanche, une poignée très connue monopolise quand même l'essentiel des utilisateurs qui y sont. Les plus connus, ce sont Tinder, Bumble, Appen, qui est française, Grindr, OkCupid, Inch'Allah, d'autres. La particularité, en revanche, c'est que, hormis Appen et Bumble, qui sont des sociétés, en soi, qui n'appartiennent à aucun groupe, et Grindr par ailleurs, la plupart, 60% du marché aux États-Unis des applications de rencontres est le fait d'un seul conglomérat, qui est le groupe Match, qui est en fait au départ un site de rencontre qui a été lancé au tout début du web dans les années 90, 95 je crois, pour être précis, et qui en fait a eu une stratégie finalement d'acquisition d'acteurs économiques de ce marché-là, très agressive et qui a marché. C'est eux qui ont incubé Tinder avant que l'application soit lancée en 2012. Je rappelle, la première application en fait vraiment de rencontre qui a eu un succès, c'est Grindr dans le monde gay. Et finalement, alors c'est pas les mêmes modèles économiques, ce sont pas les mêmes fonctionnalités. On a des applications qui fonctionnent avec la géolocalisation, d'autres avec un système de match, certaines avec la publicité, la gratuité du modèle de freemium, d'autres par seul abonnement. Enfin, il y a tout un tas de modèles, même s'ils tendent à s'uniformiser. Mais ceci dit, voilà, le cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un empire économique qui possède 60% du marché et qui possède souvent ce qui pourrait être conçu par certains utilisateurs comme le poison et vendu ensuite comme le remède. C'est-à-dire, par exemple, Match a racheté Hinge, qui est vendu comme une application qui est faite pour vraiment trouver l'amour, alors que puisque Tinder, depuis que l'appli existe, a été un peu critiqué pour être, notamment dans le monde hétéro, un peu l'appli qui servait juste à faire des plans cul et pas de vraies rencontres amoureuses. Et donc c'est marrant, chaque application a aussi son discours marketing et c'est assez malin finalement. D'ailleurs, je prends une remarque dans le chat de Eau-de-Vie qui nous dit il paraît que les applis de rencontres sont beaucoup plus utilisées dans les grandes villes. Est-ce que vous savez si c'est le cas ou pas, cette remarque de Eau-de-Vie?
J'ai pas donné moi sur la sociologie, genre le rapport ville-campagne. J'ai pas de chiffre exact. Mode de vie qui d'ailleurs complète. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'avais vu des choses passer allant dans ce sens aussi parce que c'est plus des citadins qui vont utiliser des applications de rencontres. Alors c'est comment dire, peut-être que les applications sont, enfin le marketing est plus visé, vise plus les citadins et donc du coup les citadins les utilisent plus aussi. Donc il y a peut-être un espèce d'effet un peu boule de neige de serpent qui se mord la queue en fait. D'ailleurs, Eau-de-Vie qui complète sa réflexion en disant que les provinciaux savent encore draguer en face à face. Les Parisiens qui se font attaquer fort, c'est pas grave. Je pense que c'est aussi lié au fait que, en fait, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, qu'on a changé notre façon de dater, de vouloir faire des rencontres, c'est plus grande ville, ça arrive d'abord dans les grandes villes, on n'est plus obligé de suivre le schéma de directement, j'ai 20 ans, il faut que je me trouve quelqu'un, 25 ans, je suis presque mariée, j'ai déjà un premier enfant. C'est plus dans les grandes villes où on a moins de temps, on pense à autre chose, on pense plus à la carrière, ou même les provinciaux qui viennent à Paris, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et alors que je trouve qu'à la campagne, on a encore ce truc-là de proximité, je connais tout le monde dans ma ville, je connais les gens du lycée, du collège, et il y a moins de tentation aussi peut-être, donc on est plus fidèle, je sais pas, là je m'égare, mais peut-être. Mais souvent il y a des des enfants ou des mariages qui ont lieu plus tard pour des citadins que pour des personnes qui vivent en milieu rural. Donc il y a toutes ces questions démographiques, sociologiques à prendre en compte aussi. Est-ce quand on s'intéresse un petit peu aux conséquences aussi que peuvent avoir ces applications de rencontres sur nos vies, est-ce qu'elles peuvent avoir un vrai impact positif, mais aussi négatif peut-être, sur notre ego, sur notre humeur quand on est confronté par exemple à l'absence par exemple de rencontres, à l'absence de matchs sur des applis de rencontres? Est-ce que toi, Aurore, t'as des témoignages aussi qui vont dans ce sens-là, des patients qui font état de ce genre de choses? Tout à fait. En fait, il y a tout l'aspect gamification qui a été mis en place par ces applications de rencontres, et donc du coup, il y a vraiment une espèce on se prend au jeu en fait, d'avoir des matchs, d'avoir des une espèce de boost en fait pour l'ego, des interactions. Je plais, c'est sympa, surtout pour les femmes, puisque elles sont beaucoup moins nombreuses sur les applications. Donc du coup, le cas classique d'une femme qui à la trentaine sort d'une rupture amoureuse, ou la vingtaine, sort d'une rupture amoureuse, va se mettre sur des applications. En fait, c'est assez gratifiant d'arriver, d'avoir 100 mecs qui arrivent tout d'un coup, voilà. Alors mais même simplement de dire bon bah ça va, je sors d'une rupture, je peux quand même rester dans le game entre guillemets. Donc cet aspect-là, il fait du bien. Après, il y a tout l'inverse où en réalité, au bout d'un certain temps, et là c'est là où on arrive actuellement, où en fait tous ces matchs, toutes ces discussions, au final, elles n'aboutissent pas à ce que je voudrais avoir à la fin. Peu importe. D'ailleurs, ce qu'on cherche, que ça peut être une rencontre éphémère ou un mariage pour la vie avec les enfants, les labradors et tout ça. Mais je rebondirais avec, effectivement, en fait, ce système de gamification, en fait, il est là pour retenir les utilisateurs, puisqu'en fait, ces entreprises, elles ont besoin d'utilisateurs pour exister. C'est vrai que c'est un rappel quand même important, le fait qu'elles ne sont pas là pour qu'on trouve l'amour, finalement, c'est-à-dire qu'elles sont surtout là pour qu'on les utilise. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, finalement, elles font tout pour ça, et ce qui a créé un vent finalement de lassitude, etc., qui s'est exprimé. Donc on a différents sondages qui sont sortis dans la presse anglophone, française ces dernières années. Cette année, la particularité, c'est qu'on a eu une action en jeu. C'est quand même assez fou, une action en justice d'utilisateurs d'applications américains aux États-Unis contre justement Group Match, pour justement qui relevaient leur insatisfaction et qui eux critiquaient en fait et attaquent pour pratiques commerciales trompeuses, manipulation qui conduit à des formes d'addiction, etc. Donc en fait, tous les griefs qui sont adressés à ces applications sont exprimés par pas mal d'utilisateurs depuis plus longtemps, et je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et moi je voulais revenir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure, tu parlais de Grindr, et est-ce que Grindr c'était pas quand même une bonne chose, où c'est arrivé à une époque où on a toujours plus trop le droit d'être gay dans certains endroits du monde, et est-ce que ça a pas aidé les gens aussi un peu à dater? Le sujet, c'est moi. J'ai mon billet. Allez, Non, vas-y, toi, ça tombe très bien, on voulait en parler d'ailleurs. Non, en fait, je pense qu'il y a une spécificité aussi. En fait, ce qui est marrant, c'est que forcément, cette question de la rencontre amoureuse, ou en tout cas d'utiliser un intermédiaire pour rencontrer quelqu'un, elle est assez ancienne.
les petites annonces dans les journaux. Enfin, le modèle des petites annonces est ancien, il est aussi vieux que la presse, puisque c'était aussi un moyen pour la presse de se faire de l'argent, par ailleurs. Et l'idée a lancé, à l'époque, dans les années 70, ces petites annonces, le supplément sandwich. Donc ça existait. On avait les plus vieilles agences matrimoniales, je pense, remontent à la fin du 19e siècle à peu près. Après, il y a des contextes aussi de quels sont comment dire, ce qu'on entend par l'amour, enfin les représentations de l'amour, les mythes autour de l'amour, qui ont, je pense, entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, fortement évolué. En revanche, donc, dans tout ça, pour les gays, effectivement, il y avait des lieux de rencontre physiques, extérieurs, des petites annonces, le téléphone, etc. Le Minitel est arrivé, c'était les premiers aussi à être, puisque des entreprises aussi ont saisi ça, à se saisir du Minitel, et puis des sites de rencontres, etc., jusqu'à une première application, Grindr, en 2009. Et en fait, hier, il y a eu... Grindr a été condamné il y a 3 ans en Norvège, mais là, il y a une nouvelle action en justice au Royaume-Uni, puisque l'entreprise est accusée en fait d'utiliser des données personnelles d'Internet extrêmement sensibles pour les revendre en fait à des services d'optimisation qui les revendaient eux-mêmes à des annonceurs sans le consentement des utilisateurs. Donc ça a conduit à cette action en justice. Il y a eu une première condamnation en Norvège, etc. Et en fait, c'est tout le paradoxe, c'est qu'effectivement cette application a permis en fait à beaucoup de gens, je pense, de vivre leur sexualité, de finalement de l'assumer et de rencontrer des gens, et dans le même temps a eu des effets, en tout cas, on essaie de, je ne sais pas si c'est totalement attribuable à l'outil en lui-même, mais sur l'estime de soi, il y a des études qui montrent justement les conséquences sur l'estime de soi, une forme aussi de normalisation des corps, la question de le culte de la performance qui est véhiculé à travers de l'application, de ce qui est recherché, des attentes, des désirs, etc. Donc, qui sont aussi des questions contemporaines, mais en fait, voilà, des conséquences sur la santé mentale, en tout cas, qui sont assez négatives. Et moi, je prends ce parti pris puisque c'était mon cas après. Mais je pense que compte tenu aussi de ce qu'a fait l'appli, puis aussi il y a de grosses accusations dans des pays où l'homosexualité est criminalisée, en fait, de ne rien faire pour protéger l'utilisateur contre les autorités de ces pays qui traquent des personnes homosexuelles sur ces applis. Donc, c'est suffisamment d'arguments pour dire désinstallons. Grindr. En fait. Mais je pense que c'est un peu différent. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes raisons que pour, par exemple, Tinder. J'ai une question dans le chat de Minis qui nous demande est-ce que les applications ne donnent pas un côté buffet à volonté, et donc on se dit qu'on a beaucoup de choix, donc on va chercher à avoir beaucoup de matchs mais pas forcément à les concrétiser. Qui doit réagir là-dessus? Tout à fait, ça c'est un peu j'ai envie de dire vieux comme le monde, mais peut-être pas le monde, mais en tout cas au moins comme la société de consommation. Si vous entendez des personnes qui ont été à la suite du mur de Berlin, qui sont passées de l'Est à l'Ouest et qui sont arrivés dans les premiers supermarchés, la première chose qu'ils vont dire, c'est waouh, il y a presque un embarras du choix. Et il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les gens étaient presque paralysés par trop de choix. Et là, les applications donnent j'ai un peu tous les célibataires de Paris dans ma poche. C'est fantastique, mais d'un autre côté, il y a un peu trop de choix, tue le choix, et ça a aussi des effets, bien sûr. Ma question aussi, moi, par rapport à tout ça, c'est donc on a parlé un petit peu des applications de rencontres qui sont détenues, alors pour la majorité du coup par ce groupe Match, mais ma question en plus de ces applications-là, d'une manière générale, c'est est-ce qu'on peut croire en des applications qui sont détenues dans tous les cas par des entreprises privées, dans le sens où est-ce qu'on peut trouver la solution aux rencontres amoureuses, donc est-ce qu'on peut avoir des applications qui sont au service des gens, au service des humains, et en même temps qui sont contrôlés forcément, et on ne peut pas leur en vouloir quand même d'être contrôlés par un intérêt financier qui est qu'il faut que ces boîtes elles soient rentables. Est-ce que ça peut exister finalement? Est-ce que ça peut coexister ces deux intérêts-là? Oui, mais j'ajouterais une petite nuance par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a un discours assez, finalement, presque pessimiste et négatif, mais il se trouve que pourquoi finalement elles sont là, elles existent, c'est que des gens rencontrent
tout de même des personnes via ces outils-là. Donc ça veut dire qu'elles marchent. D'ailleurs, il y avait une étude qui disait que pour des relations, qu'il y avait autant de relations engagées et sérieuses qui découlaient d'applis de rencontre que qui ne découlaient pas d'applis de rencontre. Mais pas pour tout le monde. Parce que je pense que ça dépend énormément du rapport entre les promesses qu'elles nous vendent et les attentes éventuelles que certains individus. Mais c'est ça aussi. Est-ce que les gens ils installent vraiment les applications de rencontre dans le but de trouver l'amour, etc., etc. Quand tu le disais, il y a aussi ce truc-là de est-ce que je plais encore, me prouver à moi-même que je suis frais ou fraîche, beaucoup, c'est hyper sexualisé. Aujourd'hui, on installe Tinder directement dès que tu disais un petit peu qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sur Tinder. Je trouve qu'en tant que femme, en tout cas, c'est un peu compliqué de le dire parce qu'on a tous l'impression de toi, tu cherches plus que voilà, parce que aujourd'hui ça cette image de plan cul, de coup d'un soir. Donc je me suis un peu perdue dans la pensée, mais c'est devenu un peu compliqué de pouvoir dire tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais non, mais moi je reviens dessus parce que d'ailleurs en fait en préparant aussi ce live, en parlant avec des potes à moi, des potes femmes qui me disaient qu'en effet quand elles étaient sur les applications de rencontres, par exemple Tinder, en fait, par exemple j'avais une pote qui avait fait l'expérience d'y aller juste 24 heures. Elle devait aussi écrire par exemple un article là-dessus et elle disait en fait tu te fais tout de suite t'as plein de messages qui arrivent, c'est dégoûtant assez vite quoi. Toi t'as eu cette expérience là aussi? Surtout le type de message que tu reçois. J'avais pris des petites captures d'écran parce que c'est pour ça que c'est vraiment devenu un jeu et c'est pas bien, hein, faites pas ça parce que les gens ne sont pas des jeux, mais j'ai un groupe et on parlait beaucoup de tout ça et j'ai pris certaines captures d'écran de premiers messages et en fait il y a aussi ce truc-là je suis désinhibée en fait parce que je suis sur les réseaux sociaux, je suis derrière mon écran, on le voit dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des haters, etc. Là c'est un peu pareil, genre il y a un mec qui arrive, premier message c'est waouh t'es très très sexy, DS bonjour, bah non, tu vois genre voilà un autre mec qui me dit toi t'es vraiment l'archétype même de la nana que je ne baiserai jamais, ça m'a longtemps frustrée mais c'est une bonne chose finalement. Je pense qu'il y a des mecs qui sont vachement frustrés, qui arrivent sur Tinder, donc ils se disent vas-y, là j'ai l'opportunité de lui parler. En plus ce mec-là, j'avais pas fait exprès de le swiper, je me suis trompée entre le moment et je suis un peu dyslexique. Mais du coup les gens, c'est un peu l'exutoire et tu vois beaucoup dans les bios des mecs qui sont là en mode s'il y a pas de premier message, je parle pas avec vous, je suis pas là pour faire vos discussions, je suis pas votre père, je suis pas votre machin. On ressent la frustration de waouh. Calmez-vous, parce que finalement, oui, j'ai eu beaucoup de matchs sur une semaine, mais les mecs, ils n'ont pas de premier message non plus. Donc on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais c'est pas plus simple que dans un bar ou quoi que ce soit. On est tous timides, finalement. En fait, ça montre bien toute la perversité de l'algorithme de Tinder qui a été énormément décrit par les enquêtes de Judith Portail, journaliste indépendante, et notamment dans soit l'amour sous algorithme, mais ensuite dans des... On a montré les livres juste avant. Justement, qui montrait en fait comment cet algorithme était construit justement sur des applis où on a je sais plus combien de fois plus d'hommes que de femmes. Des fois c'est 10, des fois c'est une femme pour 10 hommes et c'est entre 10 et 4. Donc ça donne quand même un... Et donc un algorithme qui est construit, j'avais renoté le chiffre là, avec les hommes hétérosexuels ont un taux moyen de 2% contre 50% de match pour les femmes. C'est un taux de succès. Et du coup en fait ce qui les amène, l'appli, la conception de l'appli est faite pour qu'ils aient plus de matchs, il faut qu'ils s'abonnent, il faut qu'ils payent. Et c'est le modèle économique en fait, de Tinder. J'ai beaucoup de mecs qui me disent ça, ils me disent moi si je prends pas l'option premium quoi que ce soit, j'ai aucun match, ils ont l'impression que leur profil n'est pas mis en avant. Et la frustration naît de ça, c'est-à-dire de la rareté, en tout cas l'impossibilité de pouvoir finalement se connecter et de faire une rencontre. Et de ça naît aussi des comportements éventuellement toxiques, du harcèlement, enfin beaucoup d'utilisatrices ont cet état de ça. Mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en cabinet, énormément même de body shaming. Donc des hommes qui vont imposer à des femmes des photos de pieds, enfin il y a énormément, mais même pas que des photos, pas de pieds en pied pas de pieds, aussi de pieds, les deux aussi, c'est vrai, c'est aussi les deux, mais il y a vraiment presque réellement exactement ce qu'on a tous dit, mais ce que tu disais en disant vraiment les hommes se permettent des choses, de se lâcher sur des femmes, c'est quelque chose qui revient énormément. Alors je sais que des fois il y a l'inverse aussi parce que ça existe, mais c'est ça quelque chose qui revient vraiment énormément, ce qui fait que des femmes vont aussi avoir beaucoup plus de je vais pas dire de peur, mais d'appréhension en tout cas à aller sur les applications. Puis là il y a eu deux affaires qui ont été très très
très médiatisé récemment, c'est l'arnaqueur de Tinder et le violeur de Tinder, qui ont ajouté une couche supplémentaire qui peut aussi expliquer en tout cas le fait qu'il y ait une dating fatigue ou une volonté de ralentir un petit peu. On est moins safe en fait. Et c'est vrai que là où au final les applications à la base sont censées nous permettre de dater, de faire des rencontres dans une manière un peu plus safe et de se rencontrer en étant timide. Là en fait il y a un peu un espèce de retour de bâton qu'on n'avait pas prévu en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Bumble, qui est la principale concurrente de Tinder, a construit son modèle économique sur un propos dit féministe, c'est-à-dire c'est finalement les utilisatrices qui choisissent la possibilité de pouvoir discuter avec leur match, etc. L'entreprise est pas en difficulté, mais en tout cas elle est en train de licencier pas mal. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant comme en fait un problème naît, une autre essaie d'apporter une solution, mais tout ça derrière, c'est aussi une guerre économique en fait. Ouais. Il y a une bonne question dans le chat aussi de Inself qui parle justement de ces algorithmes et qui demande comment sont décidés les matchs et donc l'algorithme. Il dit si j'aime les carottes et la personne en face des radis, est-ce que ça veut dire qu'on ne matche pas? Comment ça fonctionne? Toi, je sais que Florian, tu t'es un peu penché là-dessus, notamment grâce au travail aussi, tu le disais, de Judy Duportail, qui est elle plongée dans les algorithmes de Tinder surtout. Je ne rentrerai pas dans une telle technicité. En fait, ce qui me semble, c'est que, en gros, le mécanisme sur Tinder de match, mais je pense que les applications qui reproduisent ce mécanisme-là fonctionnent de la même façon. C'est qu'en fait, à partir du moment, alors c'est différent justement du fait d'être un homme hétérosexuel ou une femme hétérosexuelle sur l'appli. C'est qu'à partir du moment où vous allez swiper à droite, à gauche. Et en fonction de votre choix, votre premier choix, si par exemple il est négatif, ça veut dire que la personne qui est jugée négative va être rétrogradée, et en revanche, la personne qui est swipée à droite, c'est-à-dire avec qui vous allez éventuellement matcher, va avoir une note. Et ce qui crée à la fin un score de désirabilité, où ceux qui sont le plus matchés vont se retrouver à plus matcher entre eux, et ceux qui sont le moins matchés à ne plus trop matcher. Et ce qui crée là aussi encore pour un nombre assez conséquent de profils, je pense, une énorme frustration, c'est-à-dire de ne plus avoir de match, alors que, comme s'il y avait une petite oligarchie du match qui, finalement, s'entretenait. Ouais. D'ailleurs, je prends aussi la remarque dans le chat de The Legend of 5-Bit, désolé si je prononce mal ton pseudo qui est un peu compliqué, mais qui nous dit Tinder alimente la frustration de beaucoup de mecs, et c'est, je pense, en grande partie responsable du retour de la misogynie sur Internet. Aurore, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut en effet faire un lien entre du coup ces algorithmes qui du coup ont pour conséquence parfois de rendre plus difficile des rencontres pour des hommes, et du coup un retour dans une misogynie sur Internet? Ouais, je pense que c'est une très bonne remarque, c'est au moins un des paramètres. Cette question du score de désirabilité, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de discours masculinistes avec les mâles alpha. Les études, enfin le travail de Judy Duportail, mais d'autres aussi, montraient que en fait il y a à peu près un quart, 20% à peu près, un cinquième, entre un cinquième et un quart des hommes qui vont avoir 80% des matchs. Et donc du coup on retrouve sur ces discours exactement presque ce type de même proportion dans des discours masculinistes. Après, pour répondre à la question qui était juste avant, qui était intéressante aussi, comment se font les matchs, ça va aussi dépendre des applications. Il y a des applications qui n'ont pas fonctionné exactement comme Tinder, qui ont vraiment presque demandé, OkCupid était très connu pour ça, où il y a des questionnaires. Qu'est-ce que tu choisis entre alors c'est une application américaine, est-ce que tu es des républicains ou démocrates, tu préfères, j'en sais rien, pizza ou sushi, enfin ce genre de choses. Au bout d'un moment, il y a des matchs qui sont aussi faits comme ça. Il y avait Fruits aussi, qui avait aussi, on pouvait décider qu'est-ce qu'on voulait. Oui, là, c'était plus clair. C'était plus clair. Donc du coup, ça va aussi dépendre des applications. Il y a aussi, comme vous venez de le dire justement, des applications qui sont sorties du modèle de Tinder pour proposer autre chose, pour essayer de pallier à cette frustration et aussi de capter des clients, techniquement aussi.
Mais justement, sur ces autres applications, est-ce qu'on a des exemples ou pas d'applications qui, du coup, mettraient en avant d'autres modèles de rencontres, peut-être en mettant en avant plus le slow dating, par exemple, ou qui serait en effet plus efficace, plus appréciable pour tenter de faire des rencontres amoureuses? Est-ce que ça existe, ou est-ce que tous les modèles actuellement d'applications sont quand même tous plus ou moins problématiques, ou en tout cas ont tous des vices et des torts dans leur fonctionnement? Il y a tout le monde qui me parle de Hinge en ce moment. C'est la nouvelle appli. De ce que j'ai compris, parce que moi je ne l'ai pas installée, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment l'app qui est faite pour être supprimée. Donc ils prennent à contre-courant, c'est ce que tu disais. Mais finalement, c'est aussi une réponse marketing. Après, je pense que les gens ne sont pas dupes et que si on continue avec que le modèle économique de Tinder, à un moment donné, on va juste faire s'effondrer tout le modèle économique des applications de rencontres. On reviendra peut-être comme plus en Corée ou en Asie, où c'est plus des agences matrimoniales, des choses comme ça, où c'est plus du physique. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait des applications qui viennent redonner un nouveau souffle. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a des vocaux et des choses comme ça. Et il y a aussi du filtrage qui est beaucoup plus efficace. Et je trouve que les vocaux, c'est bien, parce que sur Tinder, quand tu fais ton profil, t'as vraiment l'impression de faire ton auto-pub. C'est terrible déjà de devoir choisir ses propres photos. Moi, j'ai vraiment j'ai que le retour en tant que femme hétéro, mais pour tout le monde, je pense que c'est terrible. Moi, je choisis mes photos, faut qu'elles soient jolies, mais pas trop sexy, parce que sinon, c'est machin, ces trucs, on va penser quoi de moi? Faut que je fasse ma bio, mais est-ce que je vais être cringe quand je vais faire... Là, au moins, t'as un vocal, t'es un peu plus... t'as l'impression d'être un peu plus toi-même, mais je pense qu'on va trouver quand même des points négatifs à Hinge, comme on l'a trouvé sur d'autres. Après, il faut en tester plein, je pense, pour trouver la bonne. Et moi, j'ai fait un mariage il y a pas longtemps de Adopte un mec, donc ça fonctionne. Ah ouais. La bonne. Oui, c'est marrant. J'avais interviewé justement Pauline Garot, qui est une autrice dans le lit, qui anime un compte Instagram qui s'appelle Tinder et ses pépites. Et pareil, elle est en couple avec quelqu'un depuis longtemps, qu'elle a rencontré sur Tinder. Mais en fait, c'est difficile d'évaluer l'efficacité. En fait, il n'y a pas de... En fait, le point étant que ces entreprises ne diffusent pas ne diffusent les statistiques qu'elles souhaitent diffuser. Donc il y a une forme aussi d'opacité. C'est extrêmement compliqué de mesurer le résultat. Et je pense, elles ne le font pas parce que ce n'est pas forcément dans leur intérêt. Ils ont la propriété intellectuelle en fait de leurs algorithmes. Par ailleurs, oui. D'ailleurs, c'était intéressant, j'aurais bien aimé avoir votre avis aussi là-dessus. Moi, je disais que, par exemple, justement, sur la question de la propriété intellectuelle des algorithmes, par exemple, quand on prend un autre exemple qui n'a rien à voir, mais Coca-Cola aussi a la propriété intellectuelle de sa recette, sauf que derrière, il y a un contrôle, finalement, un contrôle sanitaire de si c'est bon ou pas pour nous. À la différence de les applications de rencontres, finalement, ils ont la propriété la propriété intellectuelle de leurs algorithmes, mais derrière, il n'y a pas du tout de contrôle de est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, est-ce que ça peut être problématique ou pas, quoi. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat il n'y a pas des questions de santé publique autour des sodas, parce qu'il y a quand même eu des questions autour de ça, et les organismes de santé ont contourné un peu le problème sans nommer la marque. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on est pour l'instant au tout début des applications de rencontre. En réalité, ça fait vraiment pas très très longtemps que c'est là. Le temps qu'on ait un retour déjà assez conséquent en termes de données, en fait, pour avoir de la data solide scientifiquement, il faut quand même une petite décennie. Donc là, on commence à en avoir, et on commence à avoir des effets, en effet, qui peuvent être délétères si on commence à avoir des articles scientifiques qui le montrent. Pour revenir sur ce qui a été dit, en fait, moi, ce que j'observe énormément, c'est plus une mauvaise utilisation de l'outil. En fait, précisément, parce que maintenant, on a une variété inouïe. Un jour, j'étais même tombée il y avait des sites de rencontres pour les cheminots. Donc, il y a des niches. Pour les gothiques, pour les geeks. Pour les véganes. Il y a plein de choses. Donc, c'est vraiment des niches. Donc, en fait, si on sait bien les utiliser, en vrai, c'est un très très bon outil. Mais il faut bien savoir les utiliser, savoir ce qu'on va chercher, pourquoi on va le chercher, comment mettre en avant ce qu'on veut, comment l'utiliser en fait, tout simplement. C'est ça, c'est moi je trouve qu'en fait on donne trop de... Enfin, on leur donne trop, pas d'importance, mais on essaie de scientifiser, je sais pas si ça se dit, mais l'amour, alors que c'est la chose la moins palpable qui puisse exister dans notre monde. Et on est en train de dire, est-ce que là, on va faire plus d'IA, plus d'algorithmes, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce serait quoi l'OMS là, ce serait plus du dating qui va se mettre en place pour dire si c'est OK ou pas OK? Alors qu'en fait, l'amour, c'est pas ça, quoi. Enfin, même si t'es sur Tinder... C'est compliqué. C'est compliqué, même quand tu l'as trouvé, c'est encore compliqué de le garder. Donc, moi, je trouve qu'il faut juste prendre les applications de rencontre comme un nouveau lieu.
C'est genre, j'ai des nouvelles opportunités. C'est un petit jeu aussi, c'est cool. Si t'es timide, c'est bien. Si tu travailles trop aussi, bah pourquoi pas. Il y en a qui ont des rythmes de vie. On parlait tout à l'heure des villes. C'est vrai que moi, je suis créatrice de contenu. Je travaille beaucoup la nuit. Je sors pas beaucoup parce que mon travail aujourd'hui, c'est chez moi. Le télétravail, c'est de plus en plus. Le Covid et tout, bah, c'est une opportunité en plus. Mais c'est pas ma seule possibilité. Il faut continuer à sortir dehors, il faut continuer à trouver des amis, les collègues, les machins. Sinon, on se ferme trop de portes. En fait, je dirais qu'elle raconte deux choses, notamment quelles sont les représentations de l'amour contemporain et des mythes contemporains sur l'amour, et aussi d'une autre injonction qui est celle, en tout cas, des préjugés qui peuvent exister sur le célibat. C'est-à-dire qu'on a cette tendance, c'est qu'aujourd'hui, en fait, alors qu'à peu près un tiers des adultes, je ne sais plus la fourchette d'âge, mais sont célibataires, on a encore cette pression, et notamment qui pèse sur les femmes, à ne pas l'être, c'est-à-dire à être en couple, premièrement. Et s'attache à tout ça, à tout un discours sur l'amour romantique, ou qu'est-ce que l'amour, qui est véhiculé par tout un tas de médias depuis 120 ans, 150 ans, de Disney aux séries, en passant par la littérature, etc., qui disent dans lequel on est passé du mariage bourgeois, dans lequel finalement ce n'est pas tant l'amour qui comptait, mais finalement l'appariement en fait de classe, à quelque chose où c'est finalement l'amour à vie entre deux êtres, deux âmes sœurs, etc. Et finalement, du coup, tout ça traîne dans l'inconscient, et des outils arrivent avec l'idée « nous allons vous faire rencontrer l'amour de votre vie ». Donc forcément, la promesse, elle est hyper alléchante, et l'attente, elle est extrêmement forte. Je pense que c'est hyper paradoxal, parce que tu parlais des Disney, et maintenant, t'as ta petite fille juste à côté, et je pense que les dessins animés que tu lui diffuses aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec La Belle au bois dormant, Le Prince charmant, etc., que je dois attendre, qui viendra me réveiller dans le sommeil pénible. Et aujourd'hui, on a La Reine des Neiges, ce genre on a Rebelle, et c'est des femmes qui ne vivent pas que par l'homme qui va les délivrer, qui vivent pour elles, et je trouve que c'est super bien. Et pour moi, c'est ça, en fait, depuis tout à l'heure, ce dont on parle, c'est juste le reflet de la société, où aujourd'hui, les femmes sont en train de s'émanciper. On est dans un truc où, ok, t'as le droit toi aussi de vouloir être carriériste, de pas vouloir d'enfant, de penser à toi d'abord, et de pas juste penser c'est qui mon amoureux et c'est qui va me donner le bonheur, et le bonheur je peux l'avoir par moi-même. Mais d'un autre côté, moi je suis militante féministe, donc je suis tout à fait d'accord avec ça, mais quand on ouvre une porte, forcément on crée un déséquilibre. Et moi je reçois beaucoup de messages aussi de mecs qui me disent je sais plus draguer, et il y en a qui sont déboussolés parce qu'on a dénoncé à raison l'harcèlement de rue, des agressions, les viols, etc. Aujourd'hui, c'est 80% des femmes qui sont harcelées dans la rue. Donc les mecs, ils se disent « Ok, donc j'ai plus le droit de rien faire ». C'était une remarque d'ailleurs tout à l'heure dans le chat, avant que vous arriviez, quelqu'un disait que les rencontres amoureuses étaient plus compliquées dans l'ère post-MeToo. C'est ça, parce que en fait, il y a beaucoup de mecs qui ont eu l'impression de se sentir diabolisés, parce que faudrait qu'on dise certes un mec et pas tous les hommes à chaque fois qu'on parle des hommes, et ce serait très long, et on est désolé de pas le faire tout le temps, mais c'est pas tous les hommes, on le sait, et c'est juste que oui, nous on a parlé de plein de choses qui nous sont arrivées, et ça c'est vraiment pas ok, mais il reste plein de mecs qui savent draguer dans la rue, et on sait faire la différence, je pense, en tout cas je l'espère, entre un mec qui te siffle, un mec qui te prend pour un sac à patates là au marché, qui te regarde avec un regard lubrique, et par contre quand il y a un mec qui vient te voir et qui te parle gentiment, je vous assure que rien qu'un bonjour, comment tu vas, d'une façon polie, t'es en mode waouh, c'était peut-être l'homme de ma vie celui-là. Il est poli, donc on peut encore parler aux gens, juste bien leur parler, c'est ça la différence. Je pense que c'est vrai qu'il y a tout un changement de la société qui est très très à plein de niveaux en fait. On l'a avec le numérique et les applications de rencontres, mais c'est traversé par des changements écologiques, par des changements idéologiques avec le féminisme. On parlait justement des modèles de couple et des modèles de rencontres. On est aussi en train de dépasser le modèle romantique qui est assez concomitant en fait avec l'avènement de la bourgeoisie, mais d'une certaine bourgeoisie avec l'artiste maudit, vraiment cette ère romantique, et aussi du mythe de l'âme sœur. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai argument marketing qui en fait est pas nouveau. Le mythe de l'âme sœur, si j'ai le temps, je peux peut-être revenir d'où il vient, parce que j'aime bien revenir sur ça, parce que ça pour moi c'est vraiment important. Les gens arrivent vraiment avec l'âme sœur, etc.
etc. C'est quelque chose qui est vraiment un revival des années hippies. En fait, le mythe de l'âme sœur, c'est dans le banquet de Platon. À la base, dans ce mythe, les hommes sont doubles. Ils ont 2 têtes, 2 paires de bras, 2 paires de jambes. Ils se sentent extrêmement forts, extrêmement puissants. Et ils se disent, puisqu'on est super fort ou super puissant, viens, on va aller escalader le mont Olympe et puis on va aller détrôner les dieux. Zeus, il est pas content, alors il prend sa foudre, il la jette sur les humains et il les sépare en 2. Et de cette séparation, crée 2 moitiés avec une tête, comme on est maintenant. Et nous condamnons en fait à rester et à errer, à chercher notre moitié. Le mythe de l'âme sœur, si on le regarde tel qu'il est, est-ce qu'on parle d'amour ? C'est autre chose. Limite, c'est presque un équivalent de la tour de Babel qu'on a dans la société, dans l'Ancien Testament. Pourtant, ça a été mal repris par des mythes romantiques et par tout un marketing vraiment hippie avec un coup d'astrologie, de néo-paganisme ou je ne sais quoi. Et ça fait beaucoup de mal. Beaucoup plus que les applications de rencontres. Mais surtout que c'est une promesse qui est trop irréaliste. Parce que ce serait... En fait, je fais pas d'effort et je trouve ma moitié. Enfin, je fais pas d'effort sauf pour la trouver. Mais après, une fois que je l'ai trouvée, c'est OK. C'est bon. Et je m'arrête là et les pieds sont... non. Pour moi, on devient la moitié de quelqu'un. C'est pas juste tu l'es et tu tombes sur moi. Ce serait... Surtout aujourd'hui ou maintenant, tout à l'heure on parlait juste de province, Paris. Si on élargit un peu plus ça à Internet, maintenant c'est le monde entier. Je prends l'avion, demain je vais à New York. Si on est 8 milliards sur Terre, je perdrais espoir. Si on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a clairement pas le temps. On va faire des efforts, les gars, un petit peu. Après toutes ces discussions, forcément, moi aussi j'ai envie de me poser la question de comment on fait maintenant, tout ceci étant dit, comment on fait pour en effet essayer de rejeter les injonctions actuelles qui sont de dire il faut absolument être en couple et de mal voir le célibat. Comment est-ce qu'on fait aussi pour du coup aider potentiellement certains mecs par exemple qui disent qu'ils seraient incapables de draguer en dehors des applications de rencontres? Qu'est-ce qu'il existe comme outil ou comme lieu qui permettent de se réapproprier un petit peu ces rencontres amoureuses en dehors des applications de rencontres? Alors j'ai eu 8 ans de psychanalyse je dirais fondamentalement connaître ses besoins à soi et questionner ses croyances aussi sur l'amour, le couple, la vie conjugale et autres. Et je pense que déjà c'est un bout du chemin, c'est-à-dire ensuite, appli ou pas appli, en fait, si on est très à l'aise sur ces outils, qu'elles ne créent pas d'anxiété ou quoi que ce soit, ça peut très bien marcher, ça peut être... Enfin voilà, on peut ne pas y perdre son temps, on peut y aller un temps, 3 mois, se dire bon, c'est pas pour moi, j'en reviens, ou d'y passer beaucoup de temps parce qu'on aime ça et que ça ne nous empêche pas dans la vie. Mais pour tout un tas d'autres personnes, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement chronophage, quelque chose dans lequel on va s'enfermer. Donc en fait, peut-être que questionner son propre rapport en fait à cet outil, se dire en fait non, cet outil n'est pas fait pour moi, j'aurais des rencontres autrement, donc je n'en ferai pas, mais en tout cas, c'est peut-être aussi des questionnements intérieurs, et peut-être aussi, en tout cas, si dans mon travail de journaliste, c'était d'aller questionner justement, en fait, qu'est-ce que c'est que ces outils, et qui sont-ils, et derrière, on a en fait des entreprises capitalistes aussi qui ont un modèle économique et qui essaient de se faire de l'argent, donc voilà, donc c'est au moins d'écrire ça et chacun essaie un peu de trouver sa voie. Il faut avoir ça en conscience quand on est sur ces applis-là aussi. Quel conseil vous donneriez, Mélissa et Aurore, ou à quoi vous penseriez comme ça dans cette volonté d'essayer de se réapproprier les rencontres amoureuses, de dépasser aussi peut-être parfois les applications de rencontres? Moi, je pense qu'il faut réapprendre à communiquer parce qu'on est dans un paradoxe où la communication est devenue super accessible, mais en fait, on ne sait plus communiquer avec les autres et de façon saine et OK. Aussi, comme tu le disais, apprendre à se connaître parce que maintenant, on a le droit, et c'est super bien, on a le droit de plus avoir envie de certaines choses, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de prendre plus notre temps. Là, les mots super à la mode, c'est les green flags, les red flags, alors qu'avant, je pense que on se posait pas trop la question. Financièrement, fallait se mettre avec quelqu'un. Quand t'étais une femme, c'était ton père qui te donnait à quelqu'un. Quand t'étais un mec, t'avais la pression de si t'étais pas marié, t'avais pas accompli tout ce qu'il fallait accomplir, il fallait que t'aies quelqu'un à ton bras. Aujourd'hui, c'est plus chill. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de communiquer et pas apprendre à se connaître. Je trouve que, moi, je préfère être optimiste et se dire qu'aujourd'hui, l'amour, ça devient du vrai amour. C'est pas, ça devrait pas juste être une carte de société pour être bien vu. Mais c'est essayer
communiquer. Je pense que c'est le plus important et pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si on commence à croire toutes les promesses marketing et toutes les pubs, je sais pas, c'est comme si je mange une fraise Tagada et oui, Haribo c'est beau la vie, je suis heureuse jusqu'à la fin de ma vie. Non, il faut prendre les choses avec parcimonie et la pub c'est fait pour nous vendre les choses, mais c'est pas aussi simple. Ouais. Et Dolce Diva qui nous dit aussi quelque chose dans le chat pour revenir aussi sur des effets délétères que peuvent avoir les applications de rencontre. Elle nous parle du ghosting. Elle dit qu'on peut plus se permettre le ghosting avec des gens sur les applis car on ne les rencontre pas via notre cercle social. Et donc le ghosting, c'est cette pratique de tout à coup finalement arrêter d'envoyer les messages, couper les ponts complètement avec des personnes avec qui on pouvait discuter jusqu'à maintenant sur les applis de rencontre. Est-ce que c'est l'impression que c'est une tendance aussi qui est plus permise grâce aux applications de rencontre? Ah bah je me demande si elle est même pas née avec les applications de rencontre. Enfin en tout cas l'expression ghosting ça a été vraiment dans cette culture de la hookup culture où en fait on commence à soit commencer à faire quelques dates et puis tout d'un coup on arrête, on communique, le feeling passe bien puis tout d'un coup ça s'arrête. Donc ça c'est sûr que ça a des effets potentiellement des fois dévastateurs parce que la personne en face ne comprend pas ce qui se passe. Bien sûr. Et en même temps, la disparition du jour au lendemain a toujours existé. C'est pour ça que je dis, je me demande si ce terme n'a pas été créé avec les applis et ces nouveaux outils en fait. Est-ce que vous avez l'impression ou pas que la solution peut aussi résider dans le speed dating, qui est quelque chose quand même de très vieux, de très ancien, qui finalement revient, j'ai l'impression, parfois à la mode avec ce questionnement autour, cette remise en question, en tout cas, des applications de rencontres? C'est angoissant. Ah ouais? Ah ouais, ça m'angoisse un peu. Moi, tu vois, le truc que je peux reprocher aux applications de rencontres, tout à l'heure, j'essaie de donner un avis plutôt positif, mais il y a aussi un avis négatif, c'est que, en fait, il y a plus de spontanéité, en fait. Et je pense que c'est pareil dans le speed dating. Je reprocherais la même chose. J'en parlais avec quelqu'un, on était en mode, oui, mais en fait, là, on est sur Tinder, ok, c'est cool, mais en fait, on sait pourquoi on se parle. Et en fait, c'est débile parce que même quand tu parles avec quelqu'un dans la vraie vie, tu sais pourquoi, mais c'est bien de faire semblant de pas savoir. Alors que là, t'es en mode, ok, quand est-ce qu'on doit se dire qu'on se voit, comme machin. Et le speed dating, ça va être pareil. On est juste là, regarder dans le blanc des yeux, en mode, ok, on veut tous les deux pécho, on veut tous les deux se mettre en couple, et c'est pas faible. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu peux conseiller ou pas, Aurore, pour parfois des patients d'avoir recours finalement à des rencontres physiques directement via le speed dating? Ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est pas quelque chose qui m'a été amené pour l'instant du tout. Donc, franchement, je sais pas. La question de la spontanéité, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en réalité, c'est vraiment quelque chose qu'on questionne aussi énormément parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment spontané? Il y a, comment dire, le crush qui est dans ton cours, tu vas à l'école le matin, ou tu vas, voilà, c'est l'illusion. Mais d'un autre côté, là, ça nous donne plus de pouvoir aussi. Donc, il y a vraiment une balance entre les deux qui est, moi, je trouve très intéressante. Il y a quelque chose que, en fait, moi, comment dire, j'aime pas trop les discours trop clivants autour des applications de rencontres. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses à aller vraiment nuancer. Il y a des applications qui permettent aussi des vrais espaces de liberté. On parlait de Grindr, on parlait d'autres applications, par exemple Glidden. Il y a un côté plus assumé, c'est un peu plus, d'une certaine manière, presque plus safe. En réalité, parce que quand on regarde les violences sexuelles, c'était de l'entourage. On disait en effet, encore aujourd'hui, ça l'est toujours, bien sûr, tout à fait, ça l'est toujours. Mais comment dire, les rencontres de base, dans les plus grandes proportions de rencontres, d'abord c'est avec les amis, et après c'est le lieu de travail ou les études. Même encore maintenant, les applications et le voisinage. Les applications viennent encore maintenant, encore après. Donc en réalité, on n'est pas plus préservé et on n'est pas, comment dire, on est peut-être moins en contrôle même. Quand on a la pression de l'entourage, en fait, tu sais, c'est mon super pote, etc. Donc, la pression, elle est différente. Donc, le degré de liberté versus spontanéité, pour moi, c'est un... Quand c'est bien utilisé. Ouais, quand c'est bien utilisé. C'est juste pas se dire, ok, parce que je suis en speed dating ou sur Tinder, on peut directement, je vais prendre deux extrêmes, mais soit parler directement de qui vient chez qui ce soir, ou est-ce que tu veux des enfants? Non, viens, on prend notre temps, et même si c'est une illusion, encore une fois, parce qu'on sait tous les deux pourquoi on est là, il faut faire un petit peu semblant, on vient, on se crée notre petit film, mais c'est un peu plus cool. Peut-être que la solution entre, admettons, ceux qui redoutent les applications mais souhaiteraient les utiliser, c'est peut-être travailler sur cette question, déjà être au clair avec ses propres attentes et propres besoins et les exprimer face à la personne qu'on va rencontrer via ce biais, pour ne pas trouver des nus quand éventuellement elle nous ghost ou quand elle nous fait
pourrait être un sale coup, mais qui ne l'est pas forcément du point de vue de l'autre par ailleurs. Et puis peut-être aussi voir ce que nous amènent les hasards de la vie. Mais je pense qu'encore une fois, c'est encore à chacun finalement de se saisir de ce qu'il a à disposition en fonction de ses propres envies. On a des phases dans la vie où on ne veut pas être oui, on ne veut pas être amoureux, on veut l'être, ça ne se commande pas par ailleurs. Non, mais tout à fait. C'est important aussi de revenir à ça, en fait. Se demander qu'est-ce qu'on veut. Et à partir du moment où on se recentre un petit peu sur soi, en fait, on peut voir si, en fait, on a envie d'aller sur du Tinder ou sur du Hinge ou du autre, quoi. Il y a Trin World One qui fait une bonne réflexion aussi dans le chat, là, en discutant avec Dolce Diva 3, qui rebondit sur ce que dit Dolce Diva qui dit qu'en fait les applis et les matchs peuvent être utiles pour des personnes timides et on peut être plus vite fixé sur le fait de est-ce qu'on plaît à l'autre personne ou pas. Et Trin World One rebondit en disant si tu considères que les matchs disent vraiment quelque chose de l'autre, car en réalité je pense que le match se joue sur le physique, alors que si tu rencontres quelqu'un sur ton lieu de travail, tu apprends à le connaître, il y a un critère physique mais pas seulement. Mais ça, moi je pense qu'il y a des gens que j'aurais pas matché sur des applications et finalement dans la vraie vie c'est super cool. Parce que déjà être photogénique c'est pas donné à tout le monde, mettre des filtres c'est pas non plus la solution parce que des fois on est déçu. Donc il y a aussi le charisme en fait, l'aura. Moi je crois beaucoup en l'énergie, ce genre de choses là. Donc quand tu rencontres quelqu'un en vrai, c'est pas du tout la même chose que quand tu es sur les applications. Donc c'est vrai que oui. Et en plus, surtout quand tu vois comment certains utilisent l'app, moi la plupart des mecs que je connais, je vais pas en faire un cliché, mais ils font ça quoi. Ouais. Et après ils atteignent la limite. J'ai jamais atteint la limite moi sur Tinder. Je sais pas comment on peut l'atteindre. Soit t'as des standards très bas, soit c'est vraiment en mode je regarde pas et après je pêche à l'aveugle quoi. Ouais. C'est pas cool. Il y a aussi celui Gabi qui nous dit les applications conviennent aussi aux gens qui viennent de divorcer et qui doivent rester chez eux avec des enfants. Ouais. Oh, t'as des retours toi comme ça aussi? Ça c'est vraiment presque les plus grands nombres en fait d'utilisateurs. On s'attendait beaucoup au départ qu'il y ait beaucoup de jeunes et c'est vrai qu'au tout départ, il y a 10 ans, quand ça avait commencé, il y avait beaucoup de jeunes. Là actuellement, on a réellement beaucoup plus un profil de personnes soit divorcées avec des enfants, mais suite à une première grande relation, il y a toute une génération qui n'a pas connu les applications au départ de leur vie sexuelle, amoureuse, et qui après se sont mis en relation, sont restés 5 ans, puis après se sont retrouvés entre guillemets sur le marché. Donc ça, c'est vrai que pour ça, les applications permettent aussi de pouvoir communiquer en gardant les enfants, ça s'inscrit aussi très très bien dans une vie vraiment de quarantenaire, voire même de cinquantenaire également. Il y a une remarque également de Salut Gabi qui dit j'ai jamais utilisé d'application, mais est-ce que ça ne revient pas trop à se marketer entre guillemets? Ça donne pas l'impression d'être un objet. Ça, c'est un truc quand même qui revient pas mal aussi dans les réflexions. Si. Peu, ouais. En tout cas, c'est ce que tout le monde. C'est les retours que tout le monde a en fait. C'est vrai et en même temps, on se market tous les jours. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. T'as raison. Tout à fait. Si on est honnête, quand tu vas à un premier date, comme tu parlais tout à l'heure, ton crush, je sais pas, t'es à la fac, t'as un crush et tout. La première fois qu'on y va. On fait tous pareil, je pense. En tout cas, nous les meufs, on va réfléchir à la tenue. Quand je me maquille, je suis prête 3 heures à l'avance. Et qu'est-ce que je vais dire? Et on est jamais nous-mêmes au premier date. Donc en fait, c'est juste que là, c'est un peu amplifié, mais sinon, ça me fait tout le temps. Il y a Lydie Malo qui nous fait remarquer dans le chat qui dit j'ai atteint la limite par rapport au swipe. J'ai swipé trop à gauche. Elle dit je suis une femme. Ça arrive aussi, voilà, ça, il n'y a pas de cliché, mais c'est juste que c'est plus des retours de mecs que j'ai eu. Après, je pense qu'il y a des meufs. Non, mais oui, c'est vrai, en vrai. Il y a de tout, hein. C'est ni noir ni blanc, mais bon, est-ce que, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Lady Malo. Pourquoi tu les swipes autant? C'est quoi le. Est-ce que t'es désespéré? Est-ce que tu regardes vraiment les profils? Parce qu'en les regardant, normalement, il y en a plein que t'as pas envie de swiper, hein. Après, du coup, si c'est swipe, elle dit j'ai trop swipé à gauche, du coup, ça potentiellement des. Je crois que t'as pas limite de dire non. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Ça dépend des applis, je pense, des abonnements aussi. Donc, parce que moi, ils m'ont jamais dit d'arrêter de dire non, mais c'est terrible, tu dois dire oui. Tu peux que continuer si tu ne sois pas droit. J'ai une dernière question pour vous, pour refermer cette discussion. C'est pas la question la plus facile, mais du coup, je me demandais si on devait imaginer, par exemple, l'application de rencontre la plus inclusive, la plus respectueuse aussi de nos attentes, même si on l'a dit, c'était un peu l'objet de nos discussions là ce soir, c'est que les attentes évidemment dépendent de tout un chacun, de ce qu'on recherche, de comment, etc., etc. Si on devait imaginer une application qui du coup soit la plus safe possible pour des rencontres amoureuses, qu'est-ce que vous imagineriez vous comme mécanisme potentiel?
Ou la question compliquée. Alors moi je vais répondre d'une manière en faisant un magnifique pas de côté, en disant en fait il en faut pas une seule. Et je pense que c'est très très important de pas se focaliser sur une seule application, et c'est exactement ce que vendent les marques. Et moi je trouve ça très sain en réalité qu'il y ait toute cette diversité avec tous ces niches. En fait, c'est comme des niches écologiques. On sait très bien qu'en biologie, en fait, c'est la diversité qui fait un environnement sain. Ben, je vais dire, c'est exactement la même chose. Le problème étant qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est un conglomérat, même entreprise. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, oui, si on rentre dans le côté marketing et tout. Mais de toute façon, tout le monde voudra faire du profit sur vous tout le temps. Donc, il faut juste pas être dupe, parce que même quand on est juste sur Instagram, même quand on est juste sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les trucs sont gratuits. Il n'y a rien qui est gratuit. Gmail, c'est pas gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand t'es une meuf et que tu rentres gratuit en boîte, bah, t'es le produit parce que tu t'attires les mecs. Il n'y a rien qui est gratuit. On est dans un système capitaliste, c'est triste, mais c'est la réalité. Faut en être conscient. Je pense que c'est ça qui est important pour que ce soit safe, c'est être conscient que j'ai des data qui sont données à l'intérieur, que les conversations à tout moment peuvent leaker. Et je pense que si les gens aussi sont conscients de ça, peut-être que ce serait aussi un peu plus une safe place pour tout le monde, parce qu'on arrêtera d'être aussi virulent. Aussi, peut-être, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas envoyer de photos sur Tinder et tout, parce que comme ça, on évite des choses un peu chelou. Mais je pense que l'application, pour revenir sur ta question, l'application 100% safe, elle n'existera jamais. Parce que ce serait vouloir que l'humain soit 100% safe. Et malheureusement, c'est une utopie. Sur cette note pas hyper positive. Moi, en fait, la clé, c'est aussi, mais c'est valable pour énormément d'outils numériques, en fait, parce qu'on en parle des applications de rencontre, mais c'est valable pour les réseaux sociaux, c'est valable pour tout un tas d'applis. Enfin, moi, je me rends compte que je passe énormément de temps sur Instagram aujourd'hui, mais en fait, on a une vraie méconnaissance, un vrai mésusage des outils numériques. Et en fait, la clé, alors nous, on a, en tant que journaliste, c'est éventuellement un rôle pédagogique, c'est-à-dire de description, de raconter comment sont fabriqués ces outils, à quoi ils servent, comment on peut les utiliser de manière à ne pas avoir des préjudices. Et la clé, en fait, c'est peut-être de comprendre que ce ne sont que finalement des outils qui n'ont pas de fin en soi, et qu'en fait il y a des petites de se les adapter à ses propres fonctionnements aussi intérieurs et internes. Eh bien, merci à vous, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour discuter de ces applications de rencontres, des façons qu'on peut avoir de réinventer les rencontres amoureuses. Alors vous, le chat, on va se retrouver juste après pour que je puisse vous renvoyer aussi vers les différents articles de Libération à ce sujet, vers le dossier qu'a écrit Florian, avec encore un article hier du coup sur Grindr, mais aussi, je le disais tout à l'heure, sur l'excellent article de Mathilde Roche sur son expérience en speed dating, qui a écrit un article là-dessus, donc je vous mettrai également le lien pour vous, le chat. Merci beaucoup, Mélissa et Aurore, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup également à toi, Florian.